Maman, c'est bon. Let's go, c'est bon. Alors, il est 7h20 du matin, quelque chose comme ça. Du matin, du soir. Oh, je deviens complètement déboussolé à cause de pas dormir aux bonnes heures. Oh, punaise. J'ai le cerveau qui commence à croire qu'il est le matin comme il est le soir, puis le soir comme il est le matin. Oh là là. Bon, je plaisante, là, évidemment. Oui, c'est vrai que j'ai déconné, là. Il est 19h. Oh, putain. J'ai mal au dos. Bah, évidemment, j'ai soulevé un pack d'eau. Alors, évidemment, Ah! Une de mes vertèbres est pas très contente, hein. Un jour, je vais avoir des problèmes parce que si ça se bloque, ça va me couper les jambes, hein. Alors, 19h 21. Oh, tiens. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Ah, j'ai fait des découvertes. À force d'écouter certaines émissions depuis des années, j'ai fait des découvertes. Et franchement, il y en a qui se trompent dans ce qu'ils croient savoir. Mais bon, tout le monde peut se tromper, hein. Je dis pas que j'ai raison sur tout, mais comme mon ressenti, chacun a ses vérités aussi propres, hein, de ce qu'ils peuvent trouver. De toute façon, Dieu donne des choses à un et à l'autre qui ne sont pas les mêmes choses, parce que bon, bah, c'est selon comme on est avancé plus ou moins dans la vérité. Mais bon, il y a quand même des trucs surprenants. Moi, c'est-à-dire, j'ai étudié depuis l'âge de 8 ans, dans tous les bouquins, dans tous les écrits et tout ça. Et puis, je sais, j'arrête pas de le dire, mais bon, il y a voilà, hein, il peut y avoir des nouveaux membres qui sont arrivés sur ma chaîne. Quoique, il y en a beaucoup qui se sont encore carapatés. Mais bon, je sais qui c'est qui s'est carapaté parce qu'il y en a un, il faisait 3 à lui tout seul, hein, donc 3 comptes différents pour pouvoir s'amuser, ouais, c'est sûr. Moi aussi, je peux le faire, hein, je peux faire 3 comptes différents, mais bon, l'adresse IP est toujours la même, hein. T'as beau changer de nom, l'adresse IP est la même. Même si tu vas chez Pierre-Paul Jacques, avec ton ordinateur, le IP est toujours la même. Oh, bah j'ai quand même été assez courageuse d'aller faire les courses. En plus, j'avais oublié des courses, donc j'ai fait 2 tours dans le magasin. J'ai dit, ah merde, j'ai oublié de l'huile. Ah bah oui, bah... J'ai dit, tant qu'à faire, je suis au magasin, je pense qu'il me manque. Mais le problème, c'est on trouve pas ce qu'on veut, quoi. Eh. Bah, ça fait 3-4 mois qu'ils ont même pas de lait en poudre. Putain, ils sont chiants. Je suis sûr, je vais dans les réserves, il y a tout ce qu'il faut, là. Vas-y. Faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, hein. Bon, puis en plus, il se passe des choses. Bon, je vais pas revenir dessus, hein, avec les bateaux qui sont bloqués à des endroits. Et puis ils font tourner des bateaux en rond pour l'essence qu'il y a dedans, pour brûler le carburant qu'il y a dedans. Oh là là, faut voir tout ce que j'ai vu. Hein? Oui. Parce qu'ils peuvent pas les livrer, alors je sais pas, un truc dans le genre, et puis ils brûlent. Puis ça vient de nous faire des leçons de morale, hein, à nous, les petits gens, les sans-dents, les borgnes. Ah putain. Les gueux. Bah putain. C'est nous les gueux, ouais, c'est sûr. Ah, on se croirait dans Jacques Couille, la fripouille. Les gueux, sans dents, les inutiles. Oh putain, il a bien dit les inutiles, hein. Mais dis donc, s'il n'y avait pas les inutiles pour vous engraisser la gueule avec notre pognon, vous feriez peut-être moins les malins, hein, parce que c'est avec notre pognon que vous vous engraissez, hein. Il n'y aurait pas les petits pour travailler, hein. C'est bien avec notre fric que vous vous enrichissez. Puis c'est une grande vérité. Qu'est-ce que je fous, moi, là-dedans, moi? Ah oui, je suis dans le code Sophia, moi. Non, c'est pas Sophia que je vais aller pour l'instant. Eh ben, la dame qui a écrit le livre, elle a dit qu'il fallait partager tout. Donc, le code Sophia, je vous mettrai tout. Vous en ferez ce que vous voudrez. Hein, ok? Voilà. Et puis, je vais finir le livre là, hein. J'en ai encore à faire dans le livre là, encore un peu. Hein, j'ai ça là, ce qui reste. Et puis, je retournerai dans le livre d'Enoch. Et puis, je retournerai dans d'autres livres parce que, en prenant là-dedans, dans ce livre-là, en prenant dans un autre, le livre d'Enoch, et en prenant dans un autre encore, ça permet de voir, hein, de faire tourner le truc là-dedans, là, réfléchir.
J'arrive tout doucement à ranger. Là, j'ai soulevé des cartons qui étaient un peu lourds, mais bon, je suis obligée de changer des trucs d'un endroit parce que je me suis aperçu qu'il y avait des trucs. J'avais peint dans l'armoire parce qu'il y avait des verres de bois. Ouais, ben, j'ai fait ce que je peux. Je supporte pas les produits chimiques, donc j'ai dit si je peins le bois, ils vont rester crevés dedans. Mais non, ils ont trouvé un autre chemin. Ouais. Putain, l'armoire, j'ai envie de la brûler. J'en ai besoin, mais sinon je foutrais le feu, hein, je vous jure. Le buffet, il en avait aussi. Mais au grenier, je me suis aperçu au grenier. Eh ben, vous savez pas ce qui m'est arrivé au grenier? Je suis allé au grenier pour aller chercher le panier pour mon chat. Ah ouais, ouais. Oh putain. Comme j'ai touché au panier, au cul du panier, enfin, où c'est que c'était un panier en osier, hein. J'ai touché, ça s'effritait. Ça s'était frité dans mes mains, le truc. J'ai dit d'accord, c'est même pas la peine que je le prenne. Ça a été bouffé par des vers ou ça a été bouffé par des mythes de bois ou je sais pas ce que c'est. J'étais écœuré. J'étais écœuré, ça fait 40 ans qu'il est là. Bah oui, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Enfin, 40 ans, j'exagère. 1999, ma chienne, elle est morte en 1999. Donc, vous calculez, 99, ouais, je crois. Oui, parce que c'était l'éclipse, elle l'a vu. L'éclipse de 1999, elle l'a vu, elle était là. Et puis après, voilà, on était obligé de la faire piquer. Hein. Elle était trop malade, donc on pouvait pas la laisser souffrir le martyr. Bah, disons qu'elle devait avoir un cancer, hein. Elle avait tout le temps des gros kisses qui sortaient, soit... Voilà, elle avait des problèmes. Hmm. On peut pas laisser un animal souffrir le martyr, ça c'est sûr. Hmm. Enfin, j'étais pas d'accord, hein, parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avant J'ai assisté du début jusqu'à la fin. Voilà. Et je voulais pas du tout, hein. Et ça... Ah bah oui, il faut, il faut, ma famille, ouais, il faut. Comme sa mère, la mère à Zigna, on était obligé de la faire piquer aussi, mais elle avait une maladie. Putain, la maladie qu'elle avait aussi, celle-là. Ouais. On l'a soignée, ça n'a rien fait. Rien fait, rien fait. C'est-à-dire qu'à force de prendre les médocs pendant des années pour y nettoyer les reins, parce qu'elle avait des problèmes de reins, elle faisait de l'urémie. Je l'ai soignée pendant des années, ça marchait très bien, mais après, à force de prendre ce produit-là, ben, je sais pas si c'est ça qui donnait des grosses plaques toutes noires, là. Le poil sautait, puis ça faisait des grosses plaques, puis ça faisait des petits points noirs. Il n'y avait pas de tic ni cocasse, hein, parce que je la traitais très bien. Elle avait pas de puce ni rien. Et voilà, elle était atteinte d'une maladie de peau. Ça y avait donné une maladie de peau. Elle était devenue allergique au produit parce qu'elle faisait la même couleur que le sirop qu'elle prenait. Ouais. Enfin, bref, elle a eu des gros problèmes. Ça faisait comme un cancer de la peau. Après, je sais pas, c'était bizarre. Oh non, mes chiennes, j'en prenais bien soin. Hein. Ils étaient bien vermifugés et tout. Et puis je les soignais avec du produit pas chimique pour. Je mettais pas de produits chimiques pour les tiques ou quoi qu'est-ce. Je mettais des produits avec les petites pipettes. Il y avait déjà les pipettes qu'on met dans le cou là. Il y en avait déjà. Non, non, les trucs chimiques, j'en mettais pas. Hein. Même les colliers à puces, je prenais pas des trucs chimiques. Non. Puis je les lavais avec un shampoing spécial pour les chiens. Hmm. Et puis la nourriture, j'essayais de donner le meilleur. Mais bon, maintenant, j'ai étudié les trucs, je me suis aperçu que ça dépend ce qu'on leur donne aussi en nourriture, parce que comme ils font des nourritures pour chiens ou chats, qui mettent des céréales dedans, les chiens ou les chats, ils sont pas faits pour manger ça, hein. Ce sont des carnivores, hein. Donc ça leur nique les reins, la vessie, enfin tout, quoi. Donc ils font des cancers très jeunes, hein. Même à l'âge de 5 7 ans, hein, ils peuvent arriver à faire un cancer. C'est pour ça qu'il faut acheter la meilleure marque, même si ça coûte cher, ou adapter. Il y a des professionnels qui adaptent les nourritures selon le chien, les pathologies qu'il peut avoir ou pas, enfin. Et comme ça, il mange sainement. Et puis, voilà. Évidemment, ça coûte un peu plus cher, mais au moins, le chien, il est en bonne santé plus longtemps. Hein. Voilà. Moi,
Moi, en tout cas, moi, si j'ai mon chat, je mettrais de la marque. Je préfère donner de la bonne marque que d'avoir un chien malade et puis que tu es obligé de le faire soigner tout le temps, bah, ça revient plus cher en fin de compte. Hein, parce que si tu prends pas soin de ton chien ou chat, et il est malade, donc il va plus souvent chez le véto, hein, au lieu d'y aller je sais plus tous les combien que j'y allais, moi, pour faire les examens et tout. Parce qu'il fallait faire le truc contre la rage, et puis comme mes chiens avaient des problèmes de santé, il fallait vérifier. Bah oui. Je sais que ma sœur, elle avait un chien, c'est moi qui l'avais récupéré, le chien, on a essayé de le sauver, il avait été empoisonné par de la mort au rat. Ouais, parce il y a un mec qui était jaloux de mon frère, et puis tout ça, et puis il avait sûrement empoisonné notre chien. Ah, notre chien, il s'était sauvé pour aller voir une femelle, bah, qui appartenait à ce mec-là. Enfin bref, il a pas fait que ça, hein, comment qu'on peut être méchant comme ça, empoisonner les chiens des autres, voler le furet de mon frère, quand même. Mon frère avait un furet pour... C'est quoi qui se passe là? Pourquoi que vous m'avez affiché ça? Je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Bande de cons. Je suis en train de me filmer, il y a un truc qui me dit... oui, d'habitude j'ai des écrits qui se mettent là sur le là, ça n'a rien à voir avec le truc au-dessus, qui me dit je sais pas quoi. J'ai pas eu le temps de lire. De toute façon, je peux pas lire, j'ai pas eu le temps de mettre ma loupe. Punaise. De toute façon, il déconne. Je vous jure, mon téléphone, il déconne. Comme j'appuie, ça marche plus. Les trucs tactiles, là, pourtant, je nettoie tous les jours. Tous les jours, je frotte bien, nettoie. Et il déconne. Des fois, comme je regarde les écrits des personnes qui mettent sous les vidéos des autres ou de moi-même, il marque message, nouveau message écrit. Et c'est comme si que j'avais écrit un message qu'ils me disent. Alors que j'ai rien écrit. Là, je sais pas ce qui se passe. Et il commence à être mort, hein. Je sais pas ce qu'il a. Hein. Il commence à être mort. Franchement, ça devient de la dinguerie. Alors des fois j'appuie, ça met 200 ans avant que le truc tactile fonctionne. C'est casse-couille. Alors j'appuie, puis tout d'un coup, plein, ça appuie, mais ça fait, c'est comme je fais mes codes, ça marche pas, puis à un moment donné j'appuie, puis blim, ça fait, j'appuie sur le quatrième chiffre ou le premier ou le deuxième, puis ça fait comme si que je faisais 10 fois le chiffre, le même chiffre. Non mais franchement, il commence à être, ouais. Bon, j'ai pu commander encore, j'ai refait une commande du smartphone, voilà. Je vais peut-être l'avoir, mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, parce que comme ça met 200 ans à arriver, des fois, ça peut mettre un mois, un colis avant d'arriver ici. Ça dépend que c'est qu'on le commande et tout, ce petit quanté. C'est chiant, mais bon. J'ai pas d'autre choix que d'en acheter un autre, parce que voilà. Parce que sur l'autre aussi, il n'y a pas assez de place, donc vas-y. Donc je suis emmerdé. Il peut me dépanner, hein, l'autre, je vais le garder en dépannage, mais celui-là, c'est niet, niet, niet. C'est la croix et la bannière. Excusez-moi de dire ça. Hein. J'ai le droit de dire, Seigneur, la croix et la bannière. Excuse-moi. Non, ben, il faut faire gaffe à ce qu'on dit, quoi. Vas-y, hein. Oui, on a des dictons chez nous. Vas-y. Ma patou, j'espère que c'est pas toi qui m'as appelé, parce que j'en sais rien. Hein. Vu que t'as changé de truc, t'as peut-être plus le même numéro. Quoique, j'ai envoyé un message, ça a passé, donc t'as pas changé. Et bon, voilà. Enfin, les petits malins qui s'amusent à effacer les écrits de mes abonnés, c'est pas bien malin non plus, hein. Ouais. Ou puis il y a aussi You, hein, qui s'amuse. Hein. Ouais. On peut pas dire les noms véritables, hein, parce que sinon après on nous fait une sanction. Hein. Ouais, ouais. Franchement, j'ai l'impression d'être retourné en l'an 1940, 39-45, ça c'est sûr. Mais en multiplié par plus quoi. Hein, oui. Sauf que là c'est plus psychologique et enfin bref. Ouais.
Bon, bah moi je vais continuer à faire ma lecture, hein. Parce que c'est bien beau de discuter, de discuter. Des fois je parle pendant 20 minutes, puis après je dis merde, le temps est passé. Bah évidemment que le temps est passé. Hein. Bon, bah je suis pas. Du coup, j'ai pas de pain. J'ai pas pensé prendre de pain chez là-bas. C'est pas grave, j'ai des biscottes et puis je peux me faire du pain si je veux, mais j'ai l'autre, j'ai fait du pain. Le dernier que j'ai fait le pain, il était bien, mais il s'est cassé la gueule après. Ouais. Dedans, j'avais mis de. Qu'est-ce que j'avais mis dedans? Merde, je sais même plus. Euh, J'avais mis de la pomme ou je sais plus quoi. Je crois que j'avais mis de la pomme, ouais. Non, de la banane. Bah oui, j'ai jamais fait ça, de la banane. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il s'est recassé la gueule, j'en sais rien. Puis j'ai pas travaillé ma pâte comme il faudrait. Normalement, tu la travailles, tu la laisses reposer, il remonte, puis après tu la retravailles. Et là, je l'ai pas retravaillé aussi. Ça aussi. Et puis j'ai pas fait comme il faut pour le levain. Oui, le levain, normalement, on dissout dans l'eau un petit peu tiède, et puis après tu peux le mettre dans ta pâte, et puis tu. Mais là, je l'ai pas fait. J'ai mis directement la poudre dans le truc, et puis vas-y. Ouais, je sais, j'ai déconné. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'était un peu bizarre quand même le goût, hein. Évidemment, ça a fait quelques petits grumelots. Alors évidemment, comme j'ai bouffé mon pain, il y a des endroits où c'est que ça avait le goût de la levure, hein. Des petits grumelots qui étaient restés dedans. Évidemment. Mais bon, ma foi, j'ai rajouté un peu de sucre sur le truc, comme ça m'a enlevé le goût. Parce que dis donc, j'ai du sucre de canne, hein, j'en ai pris quand même. Oui, vas-y. Ou alors je mets du miel. J'ai dit merde, j'ai oublié de mettre du miel. Ben bon, tant pis. Sinon, je mets du miel plutôt dans mon pain. Ou un peu de sucre vanillé, mais bon, ça dépend. Sucre vanillé, c'est plutôt dans les trucs dessert que je fais. Les crèmes dessert ou les trucs comme ça. C'est pour ça, des fois, crème dessert à la vanille, crème dessert au chocolat. Ouais, c'est pas tant que j'ai repris un peu de poids. Enfin, j'avais besoin de me remplumer quand même un peu, parce que pour passer l'hiver, faut quand même prendre un petit peu de graisse pour tenir le coup, parce que là, j'ai tellement froid avec l'autre con, là, vas-y. Je vais être obligé de m'acheter une couverture de survie hein, pour m'envelopper dedans, hein, c'est pas possible. Je sais pas comment je vais faire. Je pensais me faire un truc en baldaquin, là, avec des grands rideaux, comme ça, je serais sous une tente. Ou alors carrément m'acheter la tente, hein. La tente de survie, hein. Putain, je serais pas gêné, hein. Je la mets sur mon canapé, j'en ai rien à foutre, hein. Je la monte dedans, hein. Et je me mets dedans, hein. Putain, je suis pas incapable de le faire, hein. Moi, comme je dis, je peux pas me mettre dans une armoire. J'aurais des armoires assez grandes, je me ferais un truc comme les vieux ils faisaient. Dans le temps, les vieux ils dormaient dans une espèce d'armoire, là. Ils étaient à l'abri du froid et tout ça. Ouais, ouais, ils étaient malins, les vieux, quand même, hein. Comme ça, bah voilà, hein. Le lit était carrément encastré comme dans une armoire, et puis c'était fermé avec des portes. Ou alors il y avait juste des petits rideaux qui se fermaient ou qui s'ouvraient. Ou je sais pas, fallait quand même qu'ils arrivent à respirer là-dedans. Oh mais j'ai tellement étudié de trucs que je connais toutes les combines des anciens. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils ont éliminé les anciens, parce que comme ils ont un savoir, faut surtout pas qu'ils nous donnent leur savoir. Ouais, je dis ça, je dis rien. Je balance des trucs toujours entre deux, moi. Oui, 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 je balance des vérités entre deux. Il faut savoir prêter l'oreille. Puis je dis, oh, celle-là, elle est pas trop conne. Hein, non, ouais, je suis pas en train de me. Non, non, je suis pas en train de me glorifier, je sais ce que je fais. Ouais, je sais très bien ce que je fais. Bon, bah, ma fidèle, je t'embrasse, hein. Cœur d'artichaut, enfin, je sais même plus, moi. Excuse-moi. Stéphanie. Hum. Bon, bah, je sais pas comment que j'ai eu la niaque, la force, puis je sais pas, je pète le feu, dis donc. J'ai demandé à qu'on me donne la force, on me l'a donné. J'ai dit j'ai besoin d'aide là, vas-y. Il y a des moments j'en peux plus tellement que j'ai mal au dos, que je suis fatigué. Hier je me suis allongé comme ça sur mon canapé, je me suis endormi, et punaise. J'en pouvais plus, j'ai dit faut que je m'allonge sur le truc. J'ai dit allez, je m'allonge sur le truc, j'ai retiré les. Parce que je mets mes bouquins là-dessus, je mets tout un tas de trucs, j'ai dit faut que je range. De toute façon, je suis en train de ranger tout, hein. Et il y a beaucoup de choses qui vont dégager, ça va dégager.
Et la place que je vais faire par là, l'autre côté, je vais pouvoir ranger des trucs parce que je peux pas laisser comme ça. Puis après, il va falloir que je relave tout le linge qui a pris l'humidité à cause de l'autre con qui me fait du froid et chaud. Je chauffe, mais il me refait du froid, donc ça fait chaud et froid, donc ça fait des condensations. Voilà. Mais bon, c'est ainsi, hein. Je reviens pas que le panier en osier de mes chiens, de putain, c'est un vrai truc. Tant pis, ma chatte ou mon chat, oui, enfin bref. Il aura quand même ce qu'il faut. Déjà, j'ai gardé un carton de colis, j'ai découpé, comme ça il pourra s'amuser dedans. Ouais, je sais, ils adorent jouer dans des cartons, les chats. Bah, j'ai étudié ce sujet, hein, parce que tant qu'à faire, comme t'as un chat, voilà, moi, les seuls chats que j'ai eus, ils étaient dans la maison là-haut avec mes parents, ils avaient le droit de manger, mais ma mère, elle voulait pas qu'ils rentrent dans la maison. Mais ils rentraient quand même, parce qu'avec moi, Dominique, un matin, ma mère, elle m'a trouvé avec le chat qui dormait à côté de moi. Ah, elle était mauvaise, hein. Elle était en colère. Non, parce qu'il s'imaginait que le chat pouvait me donner des maladies. Oh, bon, c'est bon, quoi, merde. J'étais heureuse de dormir avec mon chat, lui il était heureux aussi. Après, j'ai pas pu le refaire, hein, parce que voilà. Ma mère, elle regardait pas, hein. Si elle voulait me foutre une branlée, elle m'en mettait une, hein. Ouais. Ouais, elle prenait plaisir parce il y avait de la méchanceté parce qu'on peut mettre une fessée à son enfant, mais il y a des façons de faire, hein, quand même, hein. Là, elle prenait plaisir à le faire, hein. Enfin bref. Fait une connerie, on fait une connerie. Franchement. Bon, Dominique, t'as fini de raconter ta vie? Alors. J'étais arrêté à la... Donc je regarde bien parce que moi, vas-y, hein. J'étais là, arrêté là, d'accord. Je vais reprendre un petit peu au-dessus et puis c'est bon, hein, vas-y, hein. Alors, Genèse 41, 2.40 est dans le récit de la mise à mort du premier-né de Pharaon qui devait s'asseoir sur son trône. Exode 12, 2.29. Le mot est utilisé pour signifier le siège du pouvoir pharaonique. Ah oui, 22-43, hein, quand même, hein, pour raconter ma vie, hein. Pour raconter des conneries, quoi. Oui. Bon. Alors, l'historien biblique allemand Otto Hensfeld, oh, tu parles d'un nom, majuscule I 2 S Felst, je sais même pas, hein, I 2 S FELDT, oui, a soulevé ce point. Il est relativement aisé de visualiser le trône d'or et d'ivoire avec les 6 marches qui se trouvaient dans la chambre d'audience comme elle est décrite dans le premier livre des rois. 10.18-20. L'utilisation considérable d'or peut être comparée sans hésitation avec le siège merveilleusement conservé de Toutankhamon. D'autres aspects du récit de couronnement de Salomon dans le premier livre des rois sont des trompettes, l'acclamation de Dieu sauve le roi Salomon. Et la procession suivante, le roi s'apparente à la coutume égyptienne, mais sont absents des histoires du couronnement de Saul et du chef tribal David. Moi, à force de lire toutes les histoires, après je remets les morceaux d'un bout, un morceau d'un autre, et puis voilà, hein, dis donc, faut savoir, faut qu'on arrive à avoir le discernement et puis la sagesse pour arriver à mettre les bons morceaux dans le bon endroit, dans l'ordre, hein. Enfin bref. L'idée de royaume originellement étrangère aux Hébreux reçut une place dans la théologie israélite similaire à celle de l'Égypte. Dans les livres bibliques relatant l'époque du chef tribal David et au-delà, certains historiens contestent que, en adoptant l'institution
L'institution de la royauté Israël adopta également une théorie païenne de royauté et un mode de rituel pour l'exprimer, apparemment commun à tous les voisins. À tous leurs voisins, pardon. Selon cette vue, le roi était considéré comme un être divin au semi-divin. Cette situation n'a rien à voir avec Saul ou le David tribal, car il n'était que des chefs de la coalition tribale, mais s'applique principalement au roi David et à sa dynastie. Dans leur cas, comme dans la tradition égyptienne, le roi est considéré comme le fils du divin. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, dit Jéhovah. Moi je suis pas pour Jéhovah, excusez-moi, hein. Je n'accepte pas. Je suis désolé, hein. Moi c'est Yahweh, hein, c'est pas Jéhovah, hein. Vous m'excuserez, hein, mais moi c'est comme ça, hein. Au roi David dans les psaumes 2.7. Il dit aussi de Salomon, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Non, j'ai du mal avec ça et j'ai été traumatisé avec la secte des Jéhovah là, qui tapaient leurs enfants devant moi parce qu'ils mettaient les coudes sur la table, excusez-moi. Si on sert un Dieu d'amour, on fait pas des pareilles choses. On traumatise pas des enfants, qu'osent même pas prendre leur fourchette pour manger. Ils se prennent une tarte dans la tronche. Et c'était pas des petites claques, hein. C'était des claques à décoller la tête de sur le tronc, hein. Ouais. Pauvre gamin, et vas-y, ça m'a marqué, moi, ce truc. Il dit aussi de Salomon, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. De Samuel 7, 2.14. Le Seigneur israélite se réfère maintenant également à son fils royal comme étant consacré. Je sais bien que Dieu normalement, il a 100 noms différents. Le 99e, ça s'est arrêté à 99 parce qu'il y en a un qui a été caché, hein, parce que avec Lilith qui a fait l'imbécile. Mais bon, je la juge pas, hein. Je connais l'histoire de Lilith, donc j'ai pas à la juger, hein. Non. Psaume 2, 2.2, 18, 2.50, 20, 2.6. Le concept ancien de royauté fut basé sur une sorte de droit sacré du roi et de ses descendants à régner et à être obéis. La raison était que les anciens rois étaient considérés comme des demi-dieux descendus des dieux. Des demi-dieux descendus des dieux. Ouais, ok. Le concept israélite d'un peuple choisi n'incluait pas cette vue royale. Israël, Jacob et ses descendants avaient une alliance avec Dieu. De la suite, de le suivre avec la promesse qu'il le rendrait victorieux. Aucun homme seul ou aucune dynastie de cette société tribale n'était considéré comme ayant le droit de régner. Par conséquent, accepter que David devienne le fils de Dieu et ait le droit de régner constituait un nouveau départ pour les Israélites. En même temps, je réfléchis, je lis et je pense à autre chose. Je fais trois choses en même temps. Oh la vache. Mariage. Je rigole, mais c'est normal. Selon la Bible, Salomon s'allia par mariage à Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'introduisit dans la cité de David. 1 Roi 3, 2.1. Il devait être un membre de la maison royale d'Égypte et non pas le David tribal. Il y avait deux David, hein. Faut vous rappeler que j'en ai parlé auparavant. Car, comme nous le savons, par les lettres d'Amarna, j'interviens à l'envers tout le temps. Ouais. Vous avez compris ce que je veux dire. J'intervertis, oui. Les pharaons égyptiens ne donnaient jamais leurs filles en mariage à des souverains étrangers. Cependant, le premier mariage d'Amenhotep III se fit avec sa sœur encore. Oh putain, c'est une moto qui fait ça ou autre chose? Non, c'est une voiture avec un turbo spécial. Oui, il y en a qui ont deux turbos spéciaux, un pour faire la course dans les machins spéciaux, et puis ils s'amusent à le faire en ville. Ils n'ont pas le droit, mais c'est pas grave. Ils ont un turbo, ils appuient dessus, puis vion, vas-y. Ça fait un boucan de tous les diables, et puis voilà. Oh bah tiens, en parlant d'accident, j'ai vu un drôle d'accident, dis donc, sur internet, au nom d'un chien.
En fin de compte, c'est pas plus mal que les voitures soient devenues plus molles, hein, parce qu'avant, ils étaient raides, hein, comme tôle. Ça faisait plus de dégâts, hein, sur les corps des gens. Il suffit d'un qui fait le con, et puis tout le monde s'est rentré dans le cul. Tout le monde s'est rentré dans le cul de tout le monde, quoi, vas-y. Les voitures, ils sont pliées devant, derrière. Oh là là, les bagnoles. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir eu de morts. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, ils repoussent le pass machin jusqu'en juillet, dis donc. Hein, ça va durer jusqu'à quand, ça? C'est quand que vous allez vous bouger le cul? Dire non, c'est pas dur? Non, parce que ils vont continuer à se foutre de notre gueule. Tant que les gens vont pas dire non, une bonne fois pour toutes, tous ensemble, ouais, hein, la main dans la main, tout le monde. Parce que si tout le monde je dis tout le monde, même moi-même, tout le monde, on doit dire non, un non catégorique. Parce que sinon, ils vont continuer à se foutre de notre tronche. Hein, un jour, ça va être ça, puis après, ça va être autrement, puis après, ça va être autre chose, et puis après, jusqu'à la Sainte Pardon, Seigneur. Jusqu'à la Saint-Glinguin. Eh ouais, hein, tu dis oui une fois, puis après, vas-y, c'est terminé. Hein, tu dis oui, ah bah, tiens, ils disent amen. Excuse-moi, Seigneur. Ils disent, bah oui, on peut le dire aussi, Seigneur, ça, on peut le dire. Et puis, bah, ils continuent, ils rigolent bien, ils se frottent les mains, puis ils rigolent, hein. Puis pendant ce temps-là, ils se font beaucoup d'argent. Ah, beaucoup d'argent sur notre dos, hein. Ça, il n'y a que ça, pépette, pépette. Il n'y a que ça qui compte. Alors, je continue, moi, vas-y. Il se fit, non, Amenhotep III se fit avec sa sœur encore. J'ai pas pris de page là-dedans? Non, page 300. En bas âge. Oui, même si c'était une enfant de 6 mois ou de 2 ans, il l'épousait, mais évidemment, il la touchait pas, hein, mais c'était de manière de pouvoir se mettre sur le truc, là, le trône. Si ta main, la tentative de narrateur biblique de placer le mariage de Salomon avec la fille de Pharaon au Xe siècle avant Jésus-Christ est erronée. Mais la tradition du mariage en elle-même s'accorde à la preuve historique d'Amenhotep III. Cette tradition survécut afin de contraster cet événement par rapport au récit que bien que l'on dit de Salomon qu'il y avait eu 700 épouses. Ah bah putain, 700 épouses. Trop fort le mec. Il avait un harem, quoi, voilà. Bah vous avez qu'à le dire carrément qu'il avait un harem. Et 300 concubines. Eh ben, alors les 300 concubines, là c'est, j'ai bien compris. Bon, un roi 11 2.3. Ah, les femmes, ils n'avaient pas le droit de le faire non plus. Ah non, non, c'est les hommes, ils avaient le droit d'avoir plusieurs femmes, mais les femmes, non, 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 pas. Non. Putain, c'est marrant quand même, hein. Le droit de cuissage des hommes. Le droit de cuissage du roi. Alors là, il pouvait aller de... Hein? Puis, il n'y avait pas de maladie sexuellement machinée. Qu'est-ce qu'il me dit, ce con? C'est pas le moment de m'appeler. Je sais pas qui c'est qui m'appelle, mais heureusement que c'est muet. Parce que c'est pas normal qu'on m'appelle à cette heure-là. Et c'est un numéro que je connais pas. 02 hein? Ouais, arrêtez de me casser les couilles, hein. C'est pas normal qu'on m'appelle à des pareilles heures. À 8h du soir ou à 9h15. Ou, c'est pas normal qu'on m'appelle et que c'est pas un numéro que je connais. Ça serait une copine qui m'appelle. Là, c'est différent. Mais là, c'est même pas la copine qui m'appelle. Hein, faut arrêter. Hein? Alors, heureusement que c'est muet hein, pendant que je fais ma vidéo, parce que là, franchement, ça commence à bien faire vos conneries. Hein. Il y a des numéros qui m'appellent, je les connais même pas, ni d'Ève ni d'Adam. Alors je continue. Bien que l'on dit de Salomon qu'il avait eu 700 épouses et 300 concubines,
1 Roi 11, 2.3, elles étaient toutes des étrangères. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, de Sidoniennes, des Hittites. 1 Roi 11, 2.1. Ces amours pour les femmes étrangères est également attesté. Cet amour pour les femmes étrangères est également attesté dans le cas d'Amenhotep III qui, après avoir épousé Sitamun ou Man, Sitamun, pour hériter du trône, épousa Tilly, la fille de Uya, Joseph, la fille de Joseph. Un Israélite et les 7 princesses mentionnées ci-dessus. Ça m'a troublé le truc d'appel là. Bah, le petit con qui s'amuse, ou je sais pas quoi, hein, on n'appelle pas les gens à cette heure-là, hein, déjà. Hein. Alors, j'ai vu des fois, j'avais des appels de Ouarzazate. Enfin, je dis Ouarzazate, disons que ça venait de là-bas, de mes frères du soleil, de là-bas, là, du désert. Hein? C'est comme si qu'on m'appellerait de Marrakech, c'est pas la même heure, hein, les gars, le décalage horaire. Franchement. Ils en ont rien à péter, hein. C'est comme si moi que j'appelle au Japon, moi, on n'a pas la même heure. Alors, ce qui paraît, le Japon, il va finir sous les eaux. Oui, j'ai vu ça. Donc, j'ai un de mes grands amis qui va finir sous les eaux, alors. Putain, ça me fait chier parce qu'il est gentil, hein. Enfin, il n'y a pas que lui qui est gentil, mais je veux dire, voilà, je connais quelqu'un vraiment, je connais. Ça fait un peu chier parce qu'il est humain. Il me connaissait mais à peine. Je n'ai à peine d'être abonné à sa chaîne, comme il a appris que... Enfin, à peine, non, ça faisait quelques mois, mais... Vas-y, toi, je vais prier pour ton conjoint. Et j'ai rien demandé, hein. Et je sais pas s'il est bouddhiste ou s'il est autre chose. Moi, c'est pas important. Il croit en Dieu et il prie. J'ai pas besoin qu'il soit catholique ou quoi qu'est-ce. J'en ai rien à péter. C'est le geste qui compte. Il a son Dieu. Moi, les trucs tibétains, les trucs machin, et puis voilà. Il y a les 4 livres sacrés. De toute façon, moi, j'ai du respect hein, pour tous les livres sacrés. Hein, attention, hein, Dieu a donné ces livres-là. C'est pas pour rien. Voilà. Alors, je continue. La mention concernant la fille de Pharaon comme étant la première et principale épouse de Salomon indique que, comme dans le cas d'Amenhotep III, elle était la femme qui partageait la même nationalité que lui. Si Salomon avait été le roi d'Israël, on s'attendrait à trouver la mention biblique d'une épouse israélienne portant son successeur, plus particulièrement encore, puisque selon la tradition israélite, la ligne de descendance vient de la mère. Cependant, nous ne trouvons dans l'histoire de Salomon que des femmes étrangères, en commençant par la fille du Pharaon. On dit même que Roboam, prince de la couronne, était le fils d'une Ammonite. 1 Roi 14, 2.21. La base de l'histoire repose sur le fait qu'Amenhotep III, en faisant de Tilly une Israélite, sa reine fut la raison pour laquelle son fils fut rejeté par la suite, car sa mère était une étrangère. Alors, l'incendie de Gizeh, ou de Gézer, non, c'est de Gézer. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi? Le nom du roi dont la fille fut mariée à Salomon n'est pas mentionné, mais on dit que le pharaon en question fit une expédition, prit Gézer, l'incendia et massacra les Cananéens qui y habitaient, puis il donna la ville en cadeau de noces à sa fille, la femme de Salomon. 1 Roi 9, 2.16. La date exacte durant laquelle cet événement se produisit ainsi que le nom du pharaon qui mena la campagne ne sont pas connus, mais cela ne pouvait être à l'époque vers 965-925 avant Jésus-Christ, assigné traditionnellement au règne de Salomon. Aucun des rois de la 19e dynastie affaiblie qui, selon les preuves établies, se termina en 945 avant Jésus-Christ, n'est connu comme ayant participé à des campagnes militaires en Asie occidentale. Cependant, Gézer
dans les terres hautes de Judée, à quelques 30 km à l'ouest de Jérusalem, est connu comme ayant fait partie du territoire philistin au Xe siècle avant Jésus-Christ. Pour quelques raisons, les pharaons concernés se battraient contre les Canaanites plutôt que contre les Philistins. En fait, aucune mention des Philistins n'est présente dans l'histoire de Salomon, ce qui indique encore qu'il régnait avant l'invasion en masse des peuples de la mer et qui conduisit à la perte de contrôle des Égyptiens sur la Palestine dans la seconde moitié du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Posséder un vaste empire sécurisé et n'avoir à combattre aucune guerre permit à Salomon de se concentrer sur bon nombre de projets et de changements concernant la manière d'administrer l'Égypte. Alors, fin du chapitre. Alors maintenant, page 301, 302. Appendice 6, rébellion. Bah, il serait peut-être temps, les gars, hein. Bah, mon livre est en train de le dire, hein. Moi, je dis rien, moi. Oui, je sais faire, vous inquiétez pas. Oh la vache, ça se présente. Moi, je perds pas mon temps. Hein. Il y a un truc qui se présente devant mes yeux, là, vas-y. Hein. Alors, selon Otto Ehrenfeld, il y eut 5 étapes caractéristiques au règne de Salomon. Celles-ci pouvaient être liées à la vie et à l'époque d'Amenhotep III, plutôt qu'un chef tribal, David, 4 siècles plus tard. Changement de l'organisation militaire d'Israël, introduisant les chars comme arme de guerre primordiale. La création du nouveau district administratif, construction à grande échelle, incluant le palais royal et son temple adjacent. Non, c'est pas Madomi qui a pu m'appeler parce que de toute façon, c'était pas son numéro. Et en plus, j'ai laissé un truc par lequel que j'étais parti après pour faire ma vidéo. Donc, elle s'amuserait pas à m'appeler pendant que je fais ma vidéo. Hein? Non, c'est pas son numéro. Franchement, s'il y a des personnes qui me connaissent et puis qui m'appellent, si vous me connaissez, hein, indiquez que c'est vous, hein, parce que sinon, moi, je ne décroche pas hein, si je connais pas le numéro. Parce qu'il y en a, ils peuvent avoir changé de numéro, hein, les gars. Hein, franchement. Non, parce que sinon, j'arrête pas de tomber sur des trucs de pub. Hein, c'est Tartampion et puis un autre qui m'appelle, je les connais ni d'Ève ni d'Adam, il veut me vendre quoi des conneries. Alors, construction à grande échelle, incluant le palais royal et son temple adjacent, ainsi que de quartiers militaires fortifiés situés au nord pour ses garnisons. Changement de système fiscal, perfectionnement de la procédure de la cour et maintien des relations diplomatiques avec les cours étrangères. C'est rien. Faut que je souffle un peu parce que là, le dos, hein, vas-y. Hein. Ah putain, il n'a pas fini, lui. Hein. C'est con que tu fermes tes fenêtres, du con. Mais même si j'avais des triples vitrages, j'entendrais quand même le bruit de la rue, parce que comme ça monte de ton plafond qui est mon sol, tout passe, que ce soit l'air, les sons, tout passe. Le tabac pourri que tu fumes, tout passe, ta lessive pourrie, tout passe, vas-y. Enfin, toutes les odeurs qui peuvent arriver de chez toi, hein, vas-y. Alors, je continue, moi, vas-y. Pour commencer par le sujet de l'organisation militaire, à chaque époque de l'histoire humaine, ceux qui possédaient l'équipement militaire le plus développé techniquement ont pu vaincre leurs ennemis à la bataille, à moins d'avoir été... Putain, j'ai l'oreille gauche qui me siffle. Il y a un connard qui est en train de me médire. Je te renvoie ton truc, hein, j'en ai rien à péter. Hein. Ouais. Franchement. Vipère, les langues de vipère, vous allez vous mordre les... Hein, et je vais faire comme ma dragonne. Ouais. Je t'embrasse, ma dragonne. Je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais enfin... Moi, je suis fier de toi, ma dragonne, parce que je vais te dire, les langues de vipère qui te critiquent, eh ben, il ferait mieux de la fermer, parce que franchement, t'as été assez courageuse pour faire ce que t'avais à faire. Ouais.
Hmm. Alors, le plus développés techniquement ont pu vaincre leur ennemi à la bataille, à moins d'avoir été submergés par le plus grand nombre dans le cas unique de l'histoire biblique de David. On nous demande de croire que celui-ci avait son armée. Mais c'est l'esprit qui me l'a dit, hein, ma dragonne. Je ne savais pas, hein. L'esprit m'a dit qu'est-ce qui t'arrivait. Mais j'y peux rien, j'ai des dons et puis voilà. Et j'ai pas menti comme je te l'ai dit. J'ai compris. Et moi, comme je vois des choses, ma dragonne, je dis pas toujours la preuve parce que comme je t'ai dit la vérité sur certaines choses avant, c'est pas moi qui a fait en sorte que tu quittes, que tu arrêtes tes vidéos. Hein. Il y a un petit con qui est venu dire ah, Dragonette, c'est une personne qui est à la cœur pur et l'âme, enfin je sais plus quoi, comment qu'il a marqué. Et puis et il marquait que c'était à cause de moi que tu avais quitté tes vidéos là. Pas du tout, pas du tout. Hein. Faut arrêter de m'accuser de choses que je ne fais pas. Ben, je dirai pas le nom de la personne parce que je vais pas le nourrir avec ça. Hein. On sait qui c'est. Oh putain, il y a encore des morts avec la pic-pic là. Tous les jours, à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, ça y va. Hein? Puis ils vont dire que c'est pas vrai. Bon, j'ai pas dit de nom ni quoi qu'est-ce, hein. Ça défile, hein. Il y a beaucoup de personnes que je vois plus, hein. Ils ont passé l'arme à gauche, hein. Alors, David, on nous demande de croire que celui-ci, avec son armée modeste de 600 guerriers et quelques tribus mal entraînées, utilisant des armes primitives à une époque où les Philistins connaissaient déjà le fer, fut capable de conquérir tous les royaumes puissants d'Asie occidentale avec leurs cités fortifiées et leurs chars rapides. C'est nous les complotistes, hein. Non, non, on est tellement bêtes et cons qu'on se rend pas compte, hein. Bah non, on est cons, mais tellement cons qu'on se rend même pas compte qu'on se fait baiser. Excuse-moi, je suis vulgaire, mais là, franchement, ça... La moutardonnée, hein, qui monte, hein. Puis c'est dans toutes les villes, hein. Et puis dans toutes les discussions que je peux voir sous les vidéos, il y en a beaucoup qui disent, ouais, il y a beaucoup d'activités avec les ambulances, et puis tutti quanti, hein. Sans compter les crimes qu'a... Oui, il y a une femme qui s'est fait assassiner, oh la vache. Dans certains villages, oui, il y a eu des femmes qui se sont fait assassiner. Bref, il se passe d'autres de choses quand même, hein. Alors... Occidentales avec leurs cités fortifiées et leurs chars rapides. Bien évidemment, il ne s'agissait pas de la réalité, mais résultait de la tentative de narrateur biblique pour assimiler les exploits de guerre du puissant Thoutmôsis III. Arrêtez de mentir. Et puis la grande colonne en fer qui rouille pas. Ça fait elle est vieille de je sais pas combien de millénaires. Ce sont des gens qui connaissaient pas le fer à l'époque. C'est même un fer qu'on connaît même pas. Thoutmôsis III aux exploits du chef tribal israélite. Le roi David, Thoutmôsis III possédait une armée fortement entraînée et organisée, équipée de meilleurs chars de cette époque. Sinon, il n'aurait pas pu étendre et établir son empire. Cependant, la philosophie américain. Alan Richard, le philosophe, pardon. Le philologue. Ah merde, je sais même pas lire. Je suis allé trop vite. Le philologue américain Alan Richard Schulman a démontré que le char faisait simplement partie de l'armée à cette époque. Ce ne fut qu'au début du règne d'Amenhotep III que les chars furent considérés comme un élément séparé de l'infanterie. Donc, comme le relate la Bible, ce fut Salomon sous les traits d'Amenhotep III qui organisa les chars comme unités séparées de guerre. Combien de chars possédait-il? Un chiffre fourni par l'Ancien Testament est de 1400 chars. J'y peux rien et je salive. Comme je parle, c'est comme si qu'il y avait de l'eau qui partait de ma bouche. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que j'arrête pas de postillonner. Bah, j'ai des problèmes avec mes dents, j'ai des dents qui sont cassées et puis voilà, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, 1400, ça fait beaucoup de chars, hein. Un roi, 2.26. Nous connaissons des sources historiques que la force des chars dans certaines garnisons
canaanites au temps de l'Empire était constituée d'environ 30 chars, alors que l'écurie mise à jour sur le site de l'ancienne cité fortifiée de Megiddo, la plus grande ville de Palestine, et, comme nous l'avons vu auparavant, datée à tort du Xe siècle avant Jésus-Christ, suffirait seulement à en abriter 150. Une force de chars de cette ampleur ne pouvait pas avoir été mise en place en peu de temps, car un entraînement spécifique de plusieurs années était nécessaire pour maîtriser cet équipement sophistiqué. Le conducteur de chars devait recevoir un entraînement long et approfondi et restait en service durant ce temps, ou du moins pour plusieurs années. En d'autres termes, il devait devenir un soldat professionnel. Bien que les archives égyptiennes confirmaient le développement d'une armée professionnelle à partir de l'époque de Toutmosis III, il n'y a aucune preuve, y compris dans la Bible, qu'une telle organisation exista en Israël à l'époque de David tribal ou de son successeur. Si un roi du Xe siècle avait été en possession d'une telle organisation puissante et indépendante, elle n'aurait pas disparu complètement à la mort du souverain comme dans le cas de Salomon biblique. Selon la Bible, l'Empire hérité... Ah ouais, Mistral, je ne t'ai pas dit ce que je savais parce que j'ai pas envie de te contrarier, mais bon, punaise, je suis tombé sur des trucs, j'ai appris des choses que c'est en contradiction avec certains trucs que tu dis, mais bon, je critique pas, hein. Si Dieu le veut, bah il te montrera, hein, mais bon, c'est quand même bizarre. D'après mes connaissances, c'est l'autre truc qui a raison, pas toi, sur certains points, sur quelques petits points de rien du tout, rien du tout. Mais franchement, c'est bizarre. Oui. En tout cas, les arbres géants, c'était nous, hein. Enfin, c'était nous. On faisait partie des arbres géants, on vivait dessus. Oui, bah ils étaient tellement grands que nous, on était tout petits, mais on vivait dessus, on faisait partie des arbres. On ne faisait qu'un avec la nature, quoi. On était des êtres, on n'était pas en chair comme on est là maintenant. On faisait partie des arbres. Disons que on était comme leurs feuilles. Oui, enfin bref. Pour faire court, ouais. Je veux dire ça comme ça. La dame, il y a la dame qui a fait le truc, là, oui, elle a expliqué comment que c'était. Je veux bien croire, ouais. Et elle a dit une certaine chose. Et j'ai dit, ah, si elle l'a dit, c'est que c'est vrai, le truc. Voilà. Mais bon, si je le dis, ça va foutre la merde, hein. Donc, je dirai rien. Je laisse chacun dans sa vérité, dans son truc, parce que, voilà, je respecte. Voilà, je respecte. Ah, je continue. Pour une raison ou pour une autre, affaibli au cours de son règne, Salomon, après tout, moi je lis beaucoup de choses, et ben, c'est pas forcément que tout est vrai, mais il y a des vérités qui se cachent bien, hein, quand même. Hein. Selon mon ressenti et mes connaissances, il y a des trucs qui... Ouais. Faut bien aller creuser, hein. Il n'y a pas, hein. Alors, le laissa en quelque sorte réduit, comparé à ce qu'il était à l'origine. Premièrement, il y eut des troubles à Édom, en Palestine du Sud. Hadad provoqua des troubles sur une période de temps, mais nous ne savons pas quelles furent ses victoires ou quelles mesures Salomon prit contre lui. Salomon, assurément, ne lâcha jamais prise sur Édom. Les troubles en Syrie étaient plus sérieux. Salomon avait hérité du contrôle des terres araméennes syriennes. Son contrôle fut sérieusement altéré quand Raison, c'est un nom de famille, ou un prénom, j'en sais rien, R-E-Z-O-N, qui fut le serviteur d'Hadadézer, accompagné d'un groupe d'hommes, prit Damas et s'en nomma le roi. Nous ne savons pas quelles furent les actions prises par Salomon, ni quel succès il obtint, ni à quelle période de son règne ceci se produisit. Mais le langage employé implique que Raison ne fut pas vaincu. La dimension des pertes de Salomon en Syrie reste inconnue, bien qu'il garda probablement au moins un contrôle nominal sur ses possessions araméennes, syriennes. À l'exception de Damas, son influence au travers de la Syrie en fut certainement affaiblie. Cette rébellion sont reflétées dans les archives diplomatiques
d'Amarna, relative au règne d'Amenhotep III. Des lettres envoyées par des rois palestiniens, plus particulièrement envoyées par des rois palestiniens, plus particulièrement par Abi Keba de Jérusalem, parlent de troubles continus dans la région d'Édom, et au sud de la Palestine. Tout le pays du roi s'est rebellé. Quelques tribus nomades identifiées comme étant les Kabiri attaquaient les villes étaient au sud de la Palestine au cours de la première partie du XIVe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du souverain d'Amenhotep III et du règne bref de son successeur Akhenaton. Dans une autre lettre au pharaon, Abi Keba identifia l'origine des rebelles. Ils se sont battus contre moi aussi loin que Séhiri, Mont Séhir, à Édom. Ces problèmes au sud de la Palestine n'étaient pas si sérieux qu'au point d'être à cause de l'affaiblissement du contrôle du roi sur la région. La situation en Syrie du Nord était bien plus critique, avant même qu'Amenhotep III accédât au trône. Le royaume mésopotamien du nord de Métanie, à l'est de l'Euphrate, conquis par Thoutmôsis III, avait commencé à réaffirmer son influence sur les villes. Les villes étaient en Syrie du Nord. Amenhotep III répondit à cette menace par un traité de paix avec le roi de Métanie et un mariage à deux princesses métaniennes. Il envoya également au roi de Métanie 30 unités d'or chaque année en retour de sa protection de la section de l'Empire du Nord de la Syrie. Merde, j'ai pas pris de page? Non, c'est ça n'a pas l'air. Nous savons qu'un accord existait avec Métanie, lié à plus ou moins grande échelle à des problèmes de frontières. Il est fort possible qu'à cette période, la véritable limite du contrôle égyptien était en ligne au nord de Cuba. De Gubla. Dominique. Non, on n'est pas parti chez Castro, il n'était pas encore né. De Gubla, Byblos, sur la côte nord de Phénicie, en passant par les terres au sud de la cité de Kadesh, sur l'Oronte, en Syrie du Nord. En d'autres termes, la zone de l'Empire perdue à ce stade se situa entre Kadesh, sur l'Oronte, au nord du Damas, jusqu'aux frontières. Ah putain de merde, il y a un truc qui est en train de me traverser l'esprit, dis donc. Puis si c'était pas... Non, c'est pas ça. Qu'aux frontières du royaume hittite d'Asie mineure au nord et aux frontières de Métanie à l'est. Non, l'autre il a deux smartphones, je l'ai entendu, il l'a dit de sa bouche. Et si je disais que j'ai entendu, il dirait que c'est pas vrai. Et il a aussi un Pix aussi, il n'y a pas. Alors, Métanie à l'est. Cependant, les problèmes d'Amenhotep III dans la région n'étaient pas encore terminés. Vers la fin de son règne, l'autorité du roi sur la partie nord de son empire, y compris Damas, fut mise en péril par le puissant roi hittite, Suppiluliuma. Oh bah tu parles d'un nom, oui. Il représenta également un danger pour Métanie, allié de l'Égypte dans ce secteur. Akhizi, le souverain de la cité de Oatna, au nord de la Syrie, quelques milles au nord de Kadesh, réfère à ces dangers dans des lettres adressées à Amenhotep III. Ô roi Anu-Muria, Amenhotep III, fils du soleil, mon seigneur, ton serviteur Akhizi te dit ceci. C'est qu'il te dit ceci, j'ai perdu ma ligne. Ah ouais, ça y est. Alors, te dis ceci. Je me prosterne 7 fois aux pieds de mon Seigneur. 7 fois. Hein. Il se prosterne 7 fois comme ça, vas-y, devant. Hein. En se mettant à 4 pattes, puis en... Hein, oui. Mon Seigneur, je crains pour mes terres. Puissiez-vous protéger l'un de nos serviteurs qui est aux ordres de mon Seigneur. Du commandement de mon Seigneur, je ne me rebelle, voilà. Je crains mes ennemis. Ce pays est parmi tes terres. La cité de Katna est ta cité. Les soldats et chars de gouvernement de mon Seigneur ont reçu du blé et à boire, des bœufs et des bêtes. À présent, le roi du pays des Hittites et
3 points plus loin, et des hommes qui sont destructeurs servent le roi du pays des Hittites. Il les envoie, mon seigneur, mes serviteurs, les hommes de la cité de Katna, Aziru, expulse. Cette fois quand même, hein, je suis pas étonné, hein, le chiffre 7 quand même, hein, la vache. Hein. Aziru était le roi du pays d'Amuru. Il me poursuit partout ce chiffre, ça. Ah, il a ouvert l'autre couillon. Putain, j'ai pas besoin de prendre des baguettes de sourcier ou quoi qu'est-ce pour savoir, hein, ou autre chose. Hein. Ni de pendule, ni quoi qu'est-ce, hein, c'est mon corps qui... Vas-y. Hein? Mon corps qui me dit. Au nord de la Syrie, sur la côte, sur le... Ah bah j'ai eu quand même une vision, hein. Ouais. Non, je parle pas de là maintenant, j'ai eu une vision de quelque chose. Bon, voilà. Alors, au nord de la Syrie, sur le côte nord de Phénicie, et fut encouragé par les Hittites à conquérir les positions égyptiennes en Syrie, en dehors du territoire qui est sous la tutelle de Monseigneur. Et voici, il prend les terres de nord de Monseigneur. Dans une lettre suivante à Akizi, informe le roi que le pays d'Ubi, à l'ouest de Damas, est menacé, tout comme Damas est frappé de terreur face à la ligne de l'ennemi et lève les mains en supplication au pied du roi. De même, la cité de Katna lève ses mains. Pour résumer le sujet, l'égyptologue canadien Frédéric J. Gilles, il y a un J point et puis Gilles, mais Gilles pas avec deux L, qui étudia les lettres d'Armana, arriva à la conclusion que la plupart des lettres traitant de l'écroulement présumé de l'Empire égyptien au cours de la période d'Amarna proviennent du règne d'Amenhotep III. Plus loin, il poursuit, à l'époque de la mort de Thoutmôsis III, l'Empire était assuré et en quelque sorte du plus grand dimension qu'au moment de la mort d'Amenhotep III. Cependant, cette décroissance apparente devait avoir des raisons politiques plutôt qu'être due à des défaites militaires. Donc, le récit biblique relatant le changement de l'empire du roi David durant l'époque de Salomon peut être considéré comme s'accordant aux données historiques relatives aux événements survenus durant le règne d'Amenhotep III. Les lettres d'Amana firent également la lumière sur le récit biblique qui atteste le roi Salomon donna à Hiram, roi de Tyr, 20 villes dans le pays de Galilée. 1 roi 9 2.11. Le nom du roi de Tyr mentionné dans cette lettre n'est pas celui d'Hiram, mais d'Abimelech. D'après cette lettre, nous apprenons que le roi Monseigneur m'a nommé gardien de la ville de Tyr. La servante royale, je suis un officier du roi. Dans la lettre numéro 99 au Muséum de Berlin, Abimelech demande au roi de lui donner une autre ville, permet au roi Monseigneur d'accréditer son serviteur et permet-lui de donner la ville d'Uzu à son serviteur. Dans la lettre numéro 29 conservée au British Museum à Londres, le roi de Tyr indiquait qu'une autre ville égyptienne avait été placée sous son contrôle. Et à présent, la ville de Zarbitu est gardée par la ville de Tyr pour le roi Monseigneur. Dans cette même lettre, nous trouvons l'information de plusieurs autres villes d'Amenhotep III avaient été placées sous la tutelle d'Abimelech. J'entendis le messager gracieux de Monseigneur, voici, dit-il au roi, Monseigneur, que la région est à établir par la présence de plusieurs soldats, et le serviteur dit pour son Seigneur que la plaine est mon pays, par-dessus mes hautes terres, et par-dessus la plaine de mes villes. Tu es le Dieu solaire qu'il a proclamé devant lui, et la décision qui sera arrêtée durera pour l'un. Et parce qu'elle juge que le roi, Monseigneur, est juste notre pays, obéit au pays que je reçois, c'est ce que dit Abimelech au Dieu soleil. Il semble qu'Abimelech obtint probablement une certaine autorité sur la Galilée, sur laquelle il rapporta au pharaon, le roi de la cité de Kasura, d'Assor, la ville forteresse de Galilée, quitte sa ville et part avec des hommes de sang. Les commissionnaires du Christ. Appendice H. La structure du système politique jusqu'à l'époque de Salomon était d'ordre tribal. Selon la Bible, puis Salomon se débarrassa des divisions tribales et unit Israël ainsi que d'autres parties de l'Empire en une seule entité politique. Salomon avait 12 préfets sur tout Israël. 12 préfets, comme les 12 machins. Qui approvisionnaient le roi à sa maison. Oui, les 12 apôtres et les 12 préfets. Oh, ça me fait un rapprochement, quoi, voyez.
Il revenait à chacun d'y pouvoir un mois par an. Un roi 4.7. Cependant, ayant étudié ce sujet plus précisément, nous trouvons que ce système administratif ne s'apparente pas à Israël de la Palestine, mais à la période de l'Empire égyptien. Selon les traditions de l'Ancien Testament, les tribus d'Israël descendaient d'une seule famille, issue directement du fils d'un ancêtre commun. Ces fils issus d'un père commun sont présentés à leur tour comme les ancêtres des clans qui devinrent les tribus. Les familles qui reposaient sur le lien du sang sont la famille expansée et le clan. Le clan est le groupe le plus large dans lequel les relations de sang peuvent être encore reconnues, alors que la tribu est composée d'une communauté de clans qui s'est constituée sous l'influence d'événements historiques. Page 109. Je vais sur la 110. Alors, à la tête de la famille élargie se trouve un chef alors que le clan est dirigé par une assemblée d'anciens qui sont généralement les chefs de famille expansés. Des familles expansées. Bien que nous possédions une liste extensive des tribus israélites et de leurs clans dans le livre de Nombres 26.5-51, ils s'établirent uniquement après être entrés au pays de Canaan et s'être installés dans leur nouveau pays. Ce fut particulièrement vrai au temps des juges. Entre l'entrée de Canaan au XIIIe siècle avant Jésus-Christ et l'ère de Saül vers la fin du XIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, Israël existait sous la forme d'une confédération sacrée de 12 tribus, les 12 tribus, ayant comme base un sanctuaire commun. Par conséquent, à cette époque, chaque tribu vivait séparément dans son propre pays, gouverné par ses anciens tout en partageant un centre spirituel commun. Cependant, quand ils se sentirent vulnérables aux assauts des Philistins organisés dans leur ville, État, rivalisant pour occuper le même territoire et unifiés dans leurs actions, les Israélites virent la nécessité d'un dirigeant commun pour les unifier contre leurs ennemis. Tous les anciens Israélites se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent : « Tu es devenu vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Eh bien, établis-nous un roi pour qu'il nous régisse comme les autres nations. » 1 Samuel 8, 4-5. Alors Samuel choisit Saul, fils de Kish, un homme riche de la tribu de Benjamin, et le déclara roi. Il fut accepté par toutes les tribus, mais cela ne changea pas le système politique instantanément. Chaque tribu continua à gouverner ses propres affaires comme auparavant, y compris Saul lui-même qui continua de s'occuper de son champ, jusqu'au jour où Nacha, l'ammonite, monta sur Yabesh, y assiégea quelques Israélites et menaça de les soumettre, d'en faire ses serviteurs. Or voici que Saul revenait des champs derrière ses bœufs, et il demanda : « Qu'a donc le peuple à pleurer ainsi ?» On lui raconta les propos des hommes de Yabesh. Et quand Saul entendit ces choses, l'esprit du Seigneur fondit sur lui et il entra dans une grande colère. Il prit une paire de bœufs et la dépeça en morceaux qu'il envoya par messager dans tout le territoire d'Israël avec ces mots : « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saul, ainsi sera-t-il fait de ses bœufs. » Une terreur du Seigneur s'abattit sur les gens et ils marchèrent comme un seul homme. 1 Samuel 11, 2.5-7. Par conséquent, quoique Saul eût utilisé des guerriers de l'ensemble des 12 tribus durant ce conflit contre les Philistins, ces tribus conservaient leur indépendance journalière simplement unifiée par le fait que Saul était leur dirigeant comme main face à leurs ennemis. Le principe même que David soit accepté comme roi de la Judée après la mort de Saul, puis d'Israël, le reste des tribus vivant au centre de la Palestine et en Galilée, après la mort de Ishbosheth ou Iboshet, je sais pas comment ça se prononce. Ishbosheth. Ishbosheth. Bon, tant pis. Le fils de Saul indique 2 groupes tribaux distincts sous son contrôle personnel. Durant la période de David tribal, il n'y avait aucun État avec des frontières stables et un système de gouvernement unifié. C'est l'inclusion des annales de toute notre histoire dans l'histoire biblique de David qui créa, comme nous l'avons vu, la croyance erronée que David régnait sur une vaste empire. Cependant, nous n'avons aucune preuve d'un système politique existant à cette époque et administrant un tel empire, y compris des centaines de royaumes séparés, aucun système d'impôts, aucune force armée organisée pour défendre ses frontières. Le récit biblique de Salomon implique qu'un système politique sophistiqué signifiant la fin de la société tribale.
Et l'intégration de la population en une entité politique... Faut que je vérifie si j'ai pas pris 2 pages. Non. Et l'intégration de la population en une entité politique sous le contrôle du roi et de son gouvernement central, apparu soudainement au cours de ses 40 ans de règne pour disparaître de nouveau à sa mort. Si on l'analyse de plus près, on trouvera que cette histoire est essentiellement basée sur l'expérience égyptienne dès 3000 ans avant Jésus-Christ. L'administration égyptienne contrôlait les activités du double pays d'Égypte. Elle organisait la cour royale ainsi que l'économie au nom du roi. Le propriétaire officiel de toutes les terres des officiels du palais était responsable pour chaque région administrative où se trouvait un autre haut préfet de la tête d'une bureaucratie locale. Durant la période de l'Empire et plus particulièrement durant la période de Toutmosis III, le système politique fut réorganisé pour s'adapter aux besoins de cette époque et fut plus tard développé encore davantage par Amenhotep III. Ce fut alors que, et en vue de la taxation, l'Empire fut structuré en 12 sections administratives, une organisation que le narrateur biblique utilisa dans son récit concernant le même roi, connu universellement sous le nom de Salomon. Ah bah question de taxation, ils nous la mettent bien dans le cul aussi, nous. Taxe, et puis ça multiplie par 10, 12% sur l'électricité, 12% sur autre chose. Ah bah oui, Oui, ils se font tout gratos, des beaux cadeaux et tout. Bon, comme tu reçois en cadeau, comme tu vas dans un grand restaurant très renommé avec un grand nom, on te donne un Jéroboam gratos, on leur fait des cadeaux, putain, sur le dos des contribuables, c'est nous qui payons tout ça. Enfin, moi, je paie pas d'impôts, mais bon, pour dire. Les taxes, je les paie quand même quand je fais mes courses, Ah putain, ils peuvent y arriver, Tout gratos, Oh bah oui. Puis nous, là, non, niet. Le grand bâtisseur. On dit que Salomon était un maître bâtisseur qui érigea des bâtiments des proportions royales. Il construisit le temple du Seigneur, son propre palais, le Milo, et le mur de Jérusalem, Assor, Megiddo, Gizer, un roi 9 2.15, ainsi que Beth-Horon, le bas, Baala, Tamar, au désert. Toutes les villes du garnison qu'avait Salomon, les villes de chars et de chevaux, et ce qu'il plut à Salomon de construire à Jérusalem, au Liban et dans tous les pays qui lui étaient mis. 1 roi 9 2.17-19. Excusez-moi, j'ai des petites remontées. D'autres références à cette quantité de construction, incluant les villes de garnison qu'il avait édifiées dans le pays de Hamath, sont mentionnées dans le 2e livre de Chroniques au verset 8 2.4-6. Nous pouvons conclure à partir de ces récits bibliques que Salomon construisit 1. Des garnisons et fortifications 2. Le Milo 3. Un palais royal 4. Un temple. Les garnisons. Nous possédons des preuves archéologiques relatant uniquement à 3 des sites répertoriés. Nous possédons des preuves archéologiques se relatant uniquement à 3 des sites répertoriés. Assor, Megiddo et Gézer. Bon, je sais pas si... Assor était une grande ville-État cananite de Haute-Galilée et a été identifiée comme la ville moderne de Tel El-Keshda. À 14 km au nord de la mer de Galilée, c'était l'un des centres de commerce majeurs dans la région de croissant fertile. Du croissant fertile. Je sais pas si c'est pas l'encre du livre qui me fait de l'allergie. Surtout si c'est... Oui, bah, je ne fais pas de dessin. Et nous en trouvons des références dans les textes égyptiens ainsi que mésopotamiennes. Oui, parce que l'encre chinoise, il y a des trucs chimiques dedans. Ça vaut pas l'encre qu'on avait, à l'école. Montant jusqu'au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. On va me dire que je suis raciste. Bah non, je dis une vérité. C'est pas du racisme. J'aime bien mes frères chinois. J'aime tout le monde, moi. Alors, jusqu'au
XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Megiddo, qui a été identifiée à la ville moderne de Tel El Metetselim, était la plus grande des anciennes villes, État fortifié du pays de Canaan, surplombant la vallée de Yizreel, au centre de la Palestine, quant à Gézer, situé sur les contreforts des montagnes de Judée. Ouais, c'est vrai que ça sent, c'est une odeur d'encre, vas-y. Et à l'est de Jérusalem, c'était une autre cité fortifiée importante. Ces trois villes sont répertoriées parmi les villes d'Asie occidentale conquises par Toutmos III au milieu du XVe siècle avant Jésus-Christ. Ceci fut confirmé par les fouilles archéologiques qui trouvèrent des preuves de la destruction de cette ville située sur les strates correspondant à cette période. De plus, dans les trois quarts des traces de reconstruction à grande échelle ont été mises à jour datant d'un demi siècle plus tard, durant le règne d'Amenhotep III. De nouveaux palais royaux, temples, maisons ordinaires et des murs fortifiés furent construits dans chaque cas. Un dirigeant local était nommé payant son tribut au pharaon et profitant du soutien d'une garnison égyptienne. Les objets égyptiens incluaient une cartouche d'Amenhotep III furent découverts dans le stract correspondant à cette période, ainsi que dans d'autres cités excavées du pays de Canaan, telles Beth Shean ou Shem. Shean. Oh merde! Beth, je sais, mais Shean, Shean, situé entre la ville de Yizreel et le Jourdain de Lachish, à 30 km au sud-est d'Ashkelon, au sud de Canaan. Des preuves de la prospérité et du commerce de la ville furent découvertes. Ce fut clairement à cette époque, au XIVe siècle avant Jésus-Christ, que ces cités prospérèrent. Cependant, la scène est bien différente quand nous arrivons au Xe siècle avant Jésus-Christ. Bien que nous ayons encore la preuve de la destruction de ces trois villes, elle doit être datée, comme nous l'avons vu plus tôt, de l'époque du XIIe siècle avant Jésus-Christ, comme les peuples de la mer attaquaient l'ensemble des côtes méditerranéennes de l'Anatolie au nord à l'Égypte au sud. Cette vague de destruction fut suivie d'opérations de reconstruction de siècles plus tard, au milieu du Xe siècle avant Jésus-Christ. Cependant, cette chronologie soutenue par les trouvailles archéologiques est de peu d'importance pour Yagael Yadin, qui en conclut suite à son travail à Assor que sur la base de la stratigraphie des poteries de la référence biblique, ces fortifications à Assor sont attribuées à Salomon. Quelle preuve apporte-t-il pour soutenir cette opinion? À Assor, suite à la destruction de la cité par les peuples de la mer au XIIe siècle avant Jésus-Christ, la strate appropriée 12 la conduisit à l'idée qu'après un certain moment, une petite installation s'établit au début de l'âge de fer. Cette installation, qui peut difficilement être appelée une ville, consistait essentiellement en, 3 points plus loin, fondation pour les tentes et les huttes. Elle fut suivie par une autre couche qui contribua au temps de David tribal et dans laquelle il ne trouva aucune structure précise, puis il dit de la strate X, cette strate représente Assor reconstruite comme une cité fortifiée. Ses caractères principaux sont un mur de casemate et un grand portail avec 6 chambres, 3 de chaque côté et 2 tours encadrant le passage. Yadin découvrait des constructions similaires à Gézer et Megiddo. Oh, j'ai le nez explosé, putain. Ce sont des preuves fragiles pour en attribuer la construction à un roi, duquel nous n'avons à aucun moment de preuves concernant l'existence réelle en dehors de la Bible. Sans surprise, Yadin se trouva aucune inscription, à la différence du cas d'Amenhotep III, permettant d'identifier un roi nommé Salomon, ni aucun élément attestant un royaume de Salomon. Il n'y a pas davantage de preuves dans l'Ancien Testament pour soutenir que les constructions de Salomon comprenaient une ville fortifiée avec un mur de casemate et un grand portail avec 6 chambres, 3 de chaque côté et 2 tours encadrant le passage. Néanmoins, dans ces 3 lieux, nous avons la preuve de l'existence des Philistins, l'un des groupes venant des peuples de la mer, envahisseurs sous la forme de leur céramique particulière et de leur objet en fer. Comment, par conséquent, pouvons-nous être sûrs que les travaux de construction attribués à Salomon par Yadin, basés sur des preuves,
ne résistant pas à une analyse approfondie, n'était en fait qu'une initiative des peuples de la mer pour reconstruire Açor suite à leur première destruction de la ville au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Le Milo. Comme nous l'avons vu auparavant, l'archéologue britannique Kathleen Quignon parvint à découvrir les restes de Milo remblais acérés pour élargir la surface supérieure du rocher sur lequel était construite l'ancienne forteresse de Jérusalem en étendant ses limites vers la pente à l'est. Elle fut capable d'établir la date de la première construction du Milo au XIVe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque d'Amenhotep III. Aucune preuve ne fut trouvée pour relier le Milo au Xe siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où Salomon est supposé avoir succédé sur le trône de David. Chapitre Appendice 1. La reine de Sheba et le lac de Verre. C'est marqué Sheba, hein, S-H-E-B-A. Je suis d'où? Ouais. L'une des constructions majeures attribuées à Salomon fut la nouvelle maison royale réputée pour avoir été achevée 13 ans plus tard. On dit que ce grand palais avait été construit au nord de l'ancienne cité de Jérusalem et au sud de la zone du Temple. Cependant, aucune autre mention n'est faite à ce sujet, durant la période suivant la mort de Salomon. Depuis, alors que le site de Jérusalem avait été largement escarvé, aucune ruine d'un tel palais ne fut trouvée. Cependant, quand nous comparons la description biblique du palais royal de Salomon avec le grand palais d'Amenhotep III à Thèbes, il est évident que le narrateur biblique décrivait cette résidence royale. En lisant le récit des premiers livres des rois au verset 7.2-12, nous pouvons constater que le palais de Salomon était composé de 5 éléments. 1. Le palais du roi. 2. La maison de la fille du pharaon qu'il avait épousée. 3. Le vestibule du trône. 4. Un vestibule des colonnes. 5. La galerie de la forêt du Liban. Les fondations étaient constituées de pierres fort onéreuses, tandis que des piliers de cèdre de Liban soutenaient la toiture. Ah bah ça dit bien ce que ça veut dire, hein. Jusqu'à l'époque d'Amenhotep III, bien que Thèbes fût la capitale religieuse et administrative de l'Égypte, la résidence royale principale se trouvait à Memphis, sur les rives ouest du Nil, à quelques miles au sud de la grande pyramide de Giza. C'est marqué comme ça. Disposant de la grande richesse de son empire et sans aucun combat à mener, Amenhotep III s'embarqua dans la construction d'un grand corps de bâtiments royaux à Thèbes. Son propre palais fut terminé en l'an 8 de son règne, mais l'ensemble des bâtiments ne fut pas terminé avant la fin de sa 3e décennie. Le site du palais fut excavé entre 1910 et 1920 par l'expédition égyptienne du Metropolitan Museum of Art de New York. Nous pouvons constater à partir des résultats de cette excavation que les sections mentionnées dans la Bible ne forment qu'une partie d'un gigantesque ensemble. Le palais du roi. Le plus ancien et le plus important des bâtiments, le palais du roi occupe le quartier sud-est du grand complexe et est adjacent à l'est aux cuisines, offices et réserves. Ce palais a également une section réservée au harem du roi et est connecté à un plus petit palais, la résidence de la reine Tiyi, fille de Yuya, le grand officiel du roi. La maison de la fille du pharaon. Comme nous l'avons vu précédemment, selon la coutume égyptienne, Amenhotep III épousa sa sœur Sitama, fille de Thoutmôsis IV, pour pouvoir accéder au trône. Le grand palais du Nord semble avoir été la résidence d'une dame royale particulièrement importante, probablement la reine Sitanmen. L'extrémité ouest de ce bâtiment sert de réserve et d'atelier, et plus à l'ouest se trouvent les ruines d'un village d'ouvriers. La salle du trône. Les quartiers de réception consistent à un large vestibule carré. C'est quoi qui est tombé là? Putain. La salle du trône. Les quartiers de réception consistent à un large vestibule carré avec plusieurs rangées de colonnes en bois et un trône monté sur une estrade installée dans l'axe de l'entrée du corridor. Une seconde salle hypostyle plus petite avec une estrade pour le trône à proximité, une salle du trône et une chambre à coucher.
Le vestibule des colonnes. Au nord de la section réservée aux ouvriers se trouve le pavillon royal, d'audience au roi élevé au-dessus du niveau du terrain environnant. Sa façade nord comprenant une sorte de balcon surplombant une cour intérieure profonde et entourée d'une colonnade. Il fit le vestibule des colonnes avec un porche par devant. 1 Roi 7, 2.6. La galerie de la forêt du Liban. Il s'agissait d'une galerie de festivités préparée pour la célébration de la seconde fête Sed d'Amenhotep III. Un grand bâtiment à colonnade qui s'étendait tout au nord de l'ensemble des bâtiments du palais. Il s'y trouvait aussi les maisons des autres membres de la famille royale, ainsi que des officiels et serviteurs de la cour. Exactement comme le dit la Bible, tous les piliers étaient faits de bois importé du Liban. Oui, c'est vrai, j'ai tout lu. Les plafonds étaient faits de chevrons de bois recouverts en dessous de lattes et de plâtre et peints d'une série de vautours neketbet, protecteurs dans les vestibules officiels et dans la chambre du pharaon, ou de vignes à l'intérieur d'un cadre de rosettes et de motifs à carreaux, de spirales et de têtes de taureaux, similaires à des ornements égéances. Les sols étaient décorés en utilisant la même technique, représentant un bassin avec des papyrus, des lotus et des oiseaux. Magnifique, j'ai vu. La description donnée par Badawi du sol et de la plus petite salle épostyle avec une estrade pour le trône à proximité suggérait qu'un incident décrit dans le Coran ayant eu lieu durant la visite de la reine de Sheba au roi Salomon ne peut que s'être déroulé dans cette pièce, où le sol ressemble à un bassin d'eau rempli de poissons, de plantes aquatiques, de canards, d'oies nageants et d'oiseaux de terre, et entouré de papyrus et de plantes représentées en plan par rabattement, décrivant la visite de la reine de Sheba. Le Coran raconte comment. On lui dit « Entre dans le palais ». Puis quand elle le vit, elle le prit pour de l'eau profonde, et elle se découvrit les jambes. Alors Salomon lui dit « Ceci est un palais pavé de cristal ». Elle dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. » Sourate des fourmis 5, 44, 7. Le temple. La Bible décrit comme Salomon